Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. J'écoutais il y a quelques jours l'égyptologue Jean-Guillaume Molette-Pelletier, alias Fredgyptologiste pour les réseaux sociaux, et j'ai été assez étonné, je vous avoue, d'apprendre que, en fait, on connaissait que 20% de la civilisation égyptienne, cette civilisation plurimillénaire. Ça veut dire qu'il reste donc 80% à découvrir. Ça veut dire quoi ? Tout simplement que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Voilà, allez, sans plus attendre, l'Égypte ptolémaïque, épisode 2, l'Égypte à l'heure grecque. Alors je vous avais promis qu'on parlerait un petit peu des temples égyptiens à ce moment-là. On observe, c'est vrai, un net décrochage dans l'évolution des temples de Basse et Moyenne Égypte. Eh bien, ça traduit tout simplement la perte de leur influence politique. Ceux de Haute-Égypte restent des acteurs politiques majeurs de la vie locale. Les Grecs sont de plus en plus nombreux, il faut le savoir, à s'installer en Égypte. À la fin de la période hellénistique, 15% quand même de la population égyptienne relève de la catégorie fiscale des Hellènes qui regroupe les Grecs, les Macédoniens et plusieurs groupes d'immigrés hellénisés. Ils se concentrent principalement dans ce qu'on appelle la partie occidentale du delta, c'est-à-dire Alexandrie et dans le Fayoum. Ils viennent s'ajouter aux nombreux Grecs qui se sont installés sur les bords du Nil depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Le pouvoir macédonien est en mesure d'imposer ces hommes porteurs d'une culture très différente de celle des populations égyptiennes locales. L'apparition et la multiplication des bains publics marquent la diffusion des mœurs grecques dans les villes et villages d'Égypte. Ils sont construits surtout dans le Fayoum et le quart nord-ouest du delta, les deux régions de l'Égypte où la population d'origine grecque est très présente. Les villes et villages, où la population grecque devient majoritaire, se dotent donc d'établissements typiquement grecs, comme les bains publics, les gymnases et les boutiques de vin. Et oui, l'espace sacré de certains sanctuaires du delta, comme Bouto, Diospolis Cato ou Atribis, ou de Moyenne-Égypte, comme à Hermopolis Magna, est profondément remanié au détriment de l'usage cultuel. À Hermopolis Magna, l'enceinte sacrée du temple est percée pour laisser passer une nouvelle voie desservant des bâtiments administratifs royaux. Et peu à peu, les populations de Basse-Égypte se détournent des formes traditionnelles de la religion égyptienne. L'inhumation de la mère du taureau Apis cesse au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Plus aucune stèle ne témoigne de la persistance de ce culte autrefois florissant, comme si sa popularité était devenue trop faible pour laisser une trace dans l'épigraphie commémorative. La situation est très différente en Haute-Égypte. Les grands chantiers de temples se multiplient pendant la seconde partie du IIIe siècle avant Jésus-Christ. À Philae, Edfou, Komumbo et Dendera, les opérations massives aboutissent au remplacement des temples préexistants par des édifices flambant neufs. Les travaux courent sur plusieurs décennies et nécessitent des investissements massifs dépassant très largement les moyens des communautés religieuses locales. La monarchie lagide ouvre alors ses caisses et ses carrières de pierre pour doter certaines des grandes villes de Haute-Égypte de temples majestueux. Les sanctuaires et les cultes égyptiens de Haute-Égypte conservent toute leur importance politique. Les souverains lagides ménagent les élites locales du sud. Lysimaque, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, cherche à consolider ses positions et propose une alliance avec le royaume égyptien. Il offre sa fille, Arsinoé, à Ptolémée Ier, qui est fondateur de la dynastie lagide. Les actions de Lysimaque, influencées par Arsinoé, vont contribuer à l'isoler et alimenter les ambitions de ses rivaux, notamment Séleucos Ier, roi de l'Empire séleucide. En 281 avant notre ère, Lysimaque est vaincu et tué lors de la bataille de Kouroupédion. Arsinoé va chercher refuge en Égypte, elle va jouer un rôle crucial dans les intrigues de la cour lagide, elle va se remarier, d'abord avec son demi-frère, Ptolémée Kéronos, ils s'appellent tous Ptolémée, puis de son propre frère à elle, Ptolémée II, ce qui vaut à Arsinoé et Ptolémée II le surnom de Philadelphe, qui aime son frère ou sa sœur. Philos, vous savez, c'est l'amour. Arsinoé encourage son époux à étendre son pouvoir économique sur la mer Méditerranée. Il va faire restaurer les temples de Philae, de Hiéropolis, qui prend le nom d'Arsinoé,
Il fait creuser des puits sur la route allant vers la Haute-Égypte. Il décide de relier la Méditerranée à la mer Rouge pour attirer les caravanes jusqu'à Alexandrie. Il soumet les Nabatéens, affirme son pouvoir en imposant le versement d'un tribut au peuple conquis. Ses fonctionnaires, tous grecs, vivent dans un luxe incroyable et exigent d'être payés à la hauteur de leurs fonctions. Tous les actes sont rédigés en grec et les documents égyptiens sont traduits en grec. Des inspecteurs et des scribes mènent des enquêtes dans le pays, rédigent des comptes rendus. Les impôts sont prélevés par des secrétaires, des comptables, des receveurs et des chefs d'entrepôt. Le trésor royal sert alors à entretenir une puissante armée composée de mercenaires et de soldats de métier qui doivent s'entraîner selon les coutumes helléniques. Ptolémée Philadelphe, donc, fait aussi construire le phare et la bibliothèque d'Alexandrie. Des fonctionnaires confisquent les manuscrits amenés par les marchands et leur rendent des copies. Les œuvres sont classées par Callimaque. Sous chaque nom d'auteur est ajoutée une petite biographie et donne la longueur même du rouleau, ce qui va aider considérablement le travail des étudiants et des historiens du futur. Le roi aime organiser de coûteuses festivités, multiplie les jours fériés. Son règne semble avoir été prospère et tranquille. Le pays était riche, pacifié, la vie moins austère que sous Ptolémée Ier, qu'on appelle Sotère, le sauveur. Mais, vous le savez, la paix ramollit aussi les esprits, les hommes passent tout leur temps dans les tavernes, les femmes alors revêtent de riches tuniques, soignent leur apparence par l'usage de fards extrêmement coûteux, les savants peuvent travailler dans un lieu idéal en disposant d'œuvres scientifiques et littéraires absolument uniques au monde. Les souverains ptolémaïques investissent tous leurs efforts dans le développement du potentiel agricole du pays. Ils s'intéressent notamment à la région du Fayoum, alors encore largement marécageuse, qui fait l'objet de vastes travaux d'assèchement dans le but de récupérer des terres. Ils mettent en place un nouveau système d'irrigation. Les terres qui ont été gagnées sont divisées en lots de 10 000 arours, c'est-à-dire 2750 hectares, recouvrant parfois la surface de plusieurs villages et placés sous le contrôle de fonctionnaires locaux qu'on appelle les Miriarouks. Ils sont subordonnés à des gouverneurs, les nomarques, qui contrôlent la distribution des terres, l'irrigation, l'ensemencement, la récolte et la rentrée des taxes agricoles. Ces lots sont soit donnés par le roi Ptolémée II à de hauts fonctionnaires, soit concédés à des soldats pour les récompenser pour leur service militaire tout en les faisant participer à l'exploitation de la région. On a la même chose sous Rome, bien sûr. Les terrains cédés vont de 5,5 hectares pour les fantassins à 27,5 hectares pour les cavaliers. Le pouvoir s'appuie sur le savoir-faire des Égyptiens en matière d'arpentage et de relevé des cultures. Se développe alors une administration bilingue, chargée chaque année d'appliquer la politique agricole royale. Les nouvelles terres sont mises en culture au moyen de canaux et de digues. Le blé et l'orge sont les principales cultures pratiquées sur les terres du Fayoum comme ailleurs en Égypte depuis des siècles. Mais le nouveau pouvoir favorise la culture du blé dur au détriment du blé amidonnier traditionnel. Le blé dur est moins volumineux, et surtout plus résistant, donc plus facile à stocker et à transporter. Il sert à nourrir la population, nombreuse, de la nouvelle capitale, Alexandrie, ainsi que les convois envoyés à travers le désert oriental pour la chasse aux éléphants. Une partie de la production est exportée pour affirmer encore la puissance extérieure des Ptolémées dans le monde méditerranéen. Ptolémée II désire importer aussi des espèces originaires du monde égéen. Des expériences agricoles sont menées dans le delta et dans le Fayoum. Elles concernent différentes variétés de blé, dont une de Syrie, d'arbres fruitiers, des figuiers, des grenadiers, des abricotiers, des pommiers et de vignes, de Thrace, de Macédoine ou des îles égéennes. Les graines sont envoyées dans des jardins expérimentaux aménagés dans la région d'Alexandrie. La culture du pavot, connue en Égypte à petite échelle pour l'opium, utilisé en médecine, est tentée sur une vaste échelle, cette fois pendant quelques décennies, à côté du sésame, du ricin, du croton, de la coloquinte et du lin. Certaines denrées sont soumises carrément à des monopoles royaux. Et chaque année, un plan d'ensemencement établi à Alexandrie précise par région le type de culture à pratiquer et le nombre d'hectares à ensemencer sur les terres royales. Il est ensuite transmis aux élus régionaux pour être appliqué localement. Les clérouks sont libres de pratiquer les cultures qu'ils souhaitent sur leurs terres et les temples ne sont pas non plus concernés.
Toutefois, les graines sont prêtées par la couronne et doivent donc être remboursées avec le versement des loyers et des impôts. Tout est extrêmement malin. Toutes les étapes de la culture, vous voyez, sont contrôlées, depuis les semences jusqu'aux récoltes, leur transport et leur stockage dans les greniers royaux. Cette omniprésence du pouvoir royal vise à vérifier que le plan d'ensemencement est bien respecté et de le modifier en cas de mauvaise crue ou de problème de qualité des terres. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le management immédiat, vous voyez. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.